Bonsoir. C'est la première fois que je vous vois ici, enfin qu'on se voit et qu'on se parle. Parce que d'habitude, je lis ou je chante et Olivier Lambert et Sylvain Griotto jouent. Alors ça va être quelque chose de totalement différent aujourd'hui parce que d'habitude, vous voyez le résultat fini de ce qu'on fait. Et aujourd'hui, on va aller, je dirais pas en coulisses, parce que ça serait faux, je ne vais pas faire semblant de revenir en arrière sur des concerts lecture, mais on va quand même décortiquer un petit peu comment on fait quand on part d'un roman pour arriver à intégrer de la musique. Alors, je vais commencer par présenter donc Olivier Lambert, Sylvain Griotto. Il y a une question qu'on me pose souvent à propos des concerts lecture, c'est pourquoi je fais ça en fait. Évidemment, je ne sais pas répondre, j'ai envie de dire parce que j'aime bien, ça ne suffit pas du tout. Mais je me suis posé la question, je me suis dit, effectivement, il y a quand même un truc, c'est que quand j'écris, je suis Dieu. Oui. Momentanément, dans mon bureau. C'est-à-dire que je décide de tout et j'ai la responsabilité de tout, ce qui est aussi parfois un peu douloureux, c'est-à-dire que toutes les fautes sont les miennes, les mauvais choix sont les miens. Voilà, je dois endosser le roman. Alors pourquoi concéder le pouvoir et puis le tendre à des musiciens, leur dire écoute, voilà, on recommence à zéro, le roman est écrit, mais on va repartir en arrière et vous allez décider de la couleur du roman. Donc je pense que ça passe, le concert lecture, le spectacle musical, ça passe par un renoncement à un certain pouvoir, déjà, sur le texte. Est-ce que ça influe, on m'a souvent demandé, est-ce que ça influe sur l'écriture? Au moment où j'écris, est-ce que je pense lecture? Je dirais oui. Je dirais que c'est une joie aussi de me dire, pendant que j'écris, que je suis seule, très seule, je me dis, à un moment donné, on sera plusieurs. On sera plusieurs sur cette histoire, on la partagera, on en fera quelque chose d'autre. Et enfin, avant de leur donner la parole, il y a cet aspect aussi qui est celui de lire finalement des... Alors moi, je ne lis pas des extraits comme ça, si vous m'avez déjà vu, vous le savez, c'est-à-dire que je reconstruis une narration. En général, je refais une histoire, ça veut dire que une fois que le roman est écrit mais pas publié, je le découpe, je le redécoupe, j'en refais une narration beaucoup, beaucoup plus courte. Donc, de fait, j'en supprime les 2/3. Et à ce moment-là, ça commence. C'est un autre roman qui, pour moi, doit pouvoir être compréhensible par des gens qui ne l'ont pas lu. C'est donc tout à fait une autre histoire que de lire le livre. Alors, comment le roman se découpe? Je ne sais pas. Ça commence bien. Je ne sais pas. J'ai l'impression que ça pourrait être... En vérité, il pourrait y avoir 15 concerts lecture différents et ils ne seraient ni bons ni mauvais. C'est-à-dire c'est un choix. Il faut supprimer des personnages. Sur La Petite Communiste, j'avais fait le choix de supprimer complètement la partie, j'ai envie de dire, occidentale de l'histoire. C'est-à-dire qu'on y a pensé. On s'est dit, tiens, on va faire la partie où elle passe aux États-Unis. On va faire toute une partie là-dessus. Et finalement, on s'est dit, ça ne marche pas. On ne l'a pas fait. Donc c'est fait de tas de renoncements parce qu'on ne peut pas vous garder 3 heures non plus. Il y a un aspect aussi pratique. Alors, pratiquement, ce qui se passe, c'est que pendant que j'écris, je raconte l'histoire à Olivier. Et là, je dois quand même avouer que ça ne doit pas être simple parce que je la raconte tout le temps et je raconte toutes les versions. Et donc, il doit avoir une sorte d'idée un peu étrange du roman. Il doit avoir tous les passages que j'ai déjà supprimés en tête. Et puis, je finis, parce que, en fait, la sortie du roman, souvent, elle est très proche d'un concert lecture. Donc, je lui donne des passages, mais il n'a pas lu le livre, en général. Donc, je lui raconte l'histoire. Il sait à peu près ce qui se passe et il lit des bouts. Et là, il commence à travailler. Et donc là, je pense que je vais te passer la parole. Alors, bonsoir. C'est vrai que je suis un peu le vénard de l'histoire parce que, comme Lola le présente là tout de suite,
on imagine que ça peut intervenir à la fin de l'écriture pour elle du roman. Sauf qu'en réalité, moi, parfois je suis chez moi, puis je vois mon téléphone qui s'allume, je vois Lola, puis j'entends « je peux te lire quelque chose ?» Et en général, bon, voilà, il y a une partie du roman qui est écrite, mais pas tout le reste. Du coup, c'est vrai que c'est parfois moins important de savoir si... c'est vrai que c'est compliqué, ce que Lola disait, d'avoir toutes les versions possibles du roman qu'il y a eu dans sa tête. C'est-à-dire qu'elle va m'avoir lu un passage, puis une semaine après un autre, et que je ne saurais pas, moi, finalement, ce qui a été conservé. Néanmoins, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'atmosphère, de l'ambiance qu'il y a dans l'écriture que Lola me transmet à ce moment-là, et que moi, je commence déjà un petit peu à interpréter. Et puis, j'ai aussi un petit peu la chance d'avoir, disons, les confidences techniques de Lola pendant son travail, et donc de réfléchir aussi. Peut-être que la première question qui se pose pour moi musicalement, c'est, pour le dire en termes assez simples, c'est est-ce que je vais faire un peu comme dans Pierre et le Loup, et puis me donner une mission mélodique, enfin une mélodie pour chaque personnage, ou bien est-ce que je vais travailler dans une approche plutôt, j'appelle paysagiste, ou impressionniste, c'est-à-dire de créer une atmosphère générale, une ambiance générale qu'on déclinera autrement ensuite dans le spectacle. Tu voulais peut-être qu'on donne un premier exemple avec la petite communiste. On va donner un premier exemple. On va commencer avec la petite communiste. Alors, quand j'écris la petite communiste, qu'est-ce qu'il sait ? Il sait, évidemment, il sait que ça parle de Nadia Comaneci, il sait que ça se passe en Roumanie, il sait que ça se passe dans les années 70. Donc ça fait quand même déjà beaucoup d'informations pour commencer à faire une musique. Et donc là, c'est toi qui peux commenter cet extrait. On va vous lire le premier chapitre. La façon dont on rentre... Alors là, c'est une petite parenthèse aussi de construction de roman. Moi, j'aime bien, peut-être trop, parce que je l'ai souvent fait, mais bon, c'est comme ça. J'aime bien vous précipiter dans un roman. C'est-à-dire que j'aime bien l'idée de prendre les lecteurs et de les mettre comme au milieu de l'histoire. Donc là, en l'occurrence, le premier chapitre, c'est Montréal. Et on est précipité dans la scène inaugurale en fait, du personnage, c'est-à-dire la scène où elle va être révélée au monde. Elle est révélée au lecteur comme elle va être révélée au monde. Mais Olivier, ce qu'il doit faire, c'est faire une musique qui ne soit pas, on va y revenir, hein, illustrative. Évidemment, il ne peut pas, parce que ça ne nous plairait pas, je pense. Mais il faut quand même qu'il y ait tous les indices d'époque, je ne sais pas, de... Oui, c'est les premières réflexions qu'on s'est faites sur la petite communiste, c'était ça, c'est qu'il n'y avait pas de nécessité, comme le personnage central, c'était Nadia Comaneci, la petite gymnaste, on allait la suivre tout du long, et l'idée n'était pas forcément de faire des contrepoints comme ça, où chaque personnage aurait une mélodie. Mais par contre, il y a deux dimensions, il y en a une sur laquelle on reviendra plus tard, qui est la matière sonore, c'est-à-dire l'enregistrement de la voix à proprement parler de la petite fille, qui existe dans des interviews. Et mieux que ça, pour moi, au moment où je voulais documenter mon travail, il y a carrément une petite chanson qu'elle a faite, et mieux que ça, une petite chanson en français. Donc, enfin bref, on y viendra tout à l'heure. Mais l'idée au départ, c'était, il y avait plusieurs conditions. Il y avait la Roumanie. Bon, alors c'est très compliqué d'essayer d'induire, grâce à Lola, ton parcours et la manière dont elle nous a transmis, nous les musiciens, une partie du répertoire roumain. On a une identité comme ça roumaine en tête, mais comment vous traduisez ça à tout le monde et n'importe qui, c'est toujours un peu dangereux, quoi. On peut aller vers des stéréotypes. Et l'autre dimension, c'était tout simplement jouer sur on va dire, la grandiloquence du sport. Ce truc d'aller piocher un peu dans des sonorités des années 70, comme les synthés qui lançaient les émissions de télé qu'on pouvait regarder, et de jouer sur la sonorité, on va dire très largement, très bruyante d'un stade ou d'un gymnase dans lequel se déroulent des épreuves olympiques, parce qu'en général, il y en a toujours 3 ou 4 simultanément, il y a des annonces dans tous les sens, il y a Voilà, donc l'idée de départ était de rendre un peu tout ça, tout en faisant aussi, vous allez voir, un petit crescendo, parce que quand on fait de la musique pour accompagner la lecture, on y reviendra beaucoup dans cette présentation, il y a toujours la question de laisser la place à l'intelligibilité de la voix. Voilà, donc je te laisse commencer. Ok. Quel âge a-t-elle ? Demande la juge principale, incrédule, à l'entraîneur. Ce chiffre, 14, lui donne un frisson. Ce que la petite a effectué à l'instant dézingue le déroulement des chiffres, des mots et des images. Il ne s'agit plus de ce que l'on comprend, on ne saurait noter ce qui vient d'advenir. Elle jette la pesanteur par-dessus son épaule,
Son corps frêle se fait de la place dans l'atmosphère pour s'y lever. Mais pourquoi personne ne les a prévenus qu'il fallait regarder par là? Rage ceux qui ratent le moment où sur les 10 cm de largeur de la poutre, Nadia C. se lance en arrière et les bras en croix donne un coup de pied à la lune, soit l'aveugle, et ils se tournent les uns vers les autres. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que vous avez compris? Le panneau électronique affiche Comaneci Nadia Romania suivi de 73, son dossard, et là où il devrait y avoir sa note, rien. On attend, blême, les gymnastes soviétiques vont et viennent dans les travées réservées aux entraîneurs, aux compétitrices qui ont terminé, elles savent. Les coéquipières de la Roumaine, elles, semblent au désespoir. Dorina tient ses mains jointes, Mariana murmure une phrase en boucle, une autre est affalée. Les yeux fermés, Nadia, elle, un peu à l'écart, sa queue de cheval de travers, ne jette pas un regard au tableau d'affichage et c'est lui qu'elle voit en premier. Bella, son entraîneur, debout, les bras au ciel, la tête renversée en arrière, elle se tourne enfin et découvre sa sanction. Ce terrible 1 sur 10 qui s'inscrit en nombre lumineux face aux caméras du monde entier. 1,00. Elle repasse de possibles fautes dans sa tête. L'arrivée du périlleux arrière, peut-être pas assez stable, mais qu'est-ce qu'elle a pu faire pour mériter ça? Bella la serre dans ses bras. T'en fais pas, chérie, on va déposer une réclamation. Mais un des juges attire son attention. Parce que le Suédois se lève, et parce qu'il a les larmes aux yeux, et il la fixe. Et tous raconteront cet instant tant et tant de fois qu'elle n'est plus sûre aujourd'hui de l'avoir vécu. Peut-être l'a-t-elle vu à la télé, peut-être cet épisode a-t-il été écrit pour un film. Le public s'est levé, et de leurs 18 000 corps provient l'orage. Leurs pieds grondent rythmiquement au sol, et le Suédois, dans le vacarme, ouvre et ferme la bouche. Il prononce des mots inaudibles, des milliers de flashs forment une pluie d'éclats inégaux. Elle entrevoit le Suédois, que fait-il? Il ouvre ses deux mains, et le monde entier filme les mains du juge vers elle. Alors la petite tend ses deux mains vers lui, elle demande confirmation, c'est un 10. Sylvain Griotto, donc au piano, comme vous voyez. Bonsoir à tous. Alors, on parlait de la découverte du texte. Toi, tu reçois, quand on a travaillé ensemble sur Chaviré, on a eu la chance, déjà, je le précise, parce que c'est quand même un truc, on a vécu une histoire importante avec ce livre, on a été entre 2 confinements, et on a réussi à jouer. On a eu une parenthèse merveilleuse. Tu découvres le roman avant sa sortie, et je te laisse parler, comment tu as travaillé. Je sais que la question de l'époque se pose aussi, mais il y en a plusieurs. Oui, en effet. Et puis bon, c'est important de dire qu'effectivement, je suis peut-être un des rares musiciens qui a beaucoup tourné entre 2 confinements. Justement, grâce au festival littéraire, c'est assez impressionnant. Donc quand Lola me passe Chaviré, donc là pour le coup, j'ai commencé d'abord par le lire en entier. Et donc en fait, le mieux c'est tout de suite de vous donner un exemple de comment je travaille. Comme Olivier, je me plonge dans l'époque et dans ce qui se passe, dans ce que je lis. Et bon, par exemple, pour le début de Chaviré, moi, la manière ce qui me frappe dans le début de Chaviré, par exemple, c'est elle commence par parler de Cléo, la présenter, mais en fait, en vrai, elle ne présente pas la femme qu'elle est, la fille qu'elle est. Elle la présente par son métier, danseuse. Ici, surtout danseuse de revue. Et donc, c'est plus un monde dans lequel Cléo évolue qu'elle présente, en fait. Et en le présentant, elle va énoncer tout un foisonnement de petits détails qui font que l'ensemble donne ce monde dans lequel Cléo évolue. Et c'est une manière de la présenter telle qu'elle paraît. Après, évidemment, plus tard, elle va rentrer plus dans des choses qui ne se voient pas. Donc, pour commencer, elle nous précipite dans le roman, comme tu as bien dit. Donc, musicalement, en fait, comment représenter ça de la même manière, en fait, parce que finalement, moi, j'aime bien les choses quand je suis musicien et que
je mets les choses en musique, j'aime bien procéder de manière non musicale, c'est-à-dire tout simplement refaire exactement ce qu'elle fait là. Donc je me suis dit, je vais prendre un élément un peu anodin, mais qui s'entend très bien et qui se reconnaît très bien. Donc je vous joue juste, c'est une petite cellule, on appelle ça une cellule dans le jargon des musiciens. Voilà, il y a juste quelques notes. On les reconnaît parce que ça monte d'un coup et ça redescend comme ça en s'éteignant. Ça, l'avantage que ça a, c'est juste qu'on le reconnaît bien. Et je procède un peu comme si j'explorais quelque chose. On a ça, je peux le faire une deuxième fois. Comme je dis souvent à mes élèves en improvisation, au début, on peut jouer à peu près n'importe quoi, personne ne s'ennuie. C'est comme un roman. Si vous lisez la première page, vous ne risquez pas de vous ennuyer. Si vous arrêtez à la première page. Donc, en fait, ce petit élément-là, je peux le répéter 2 fois, 3 fois. Et ça m'intéresse de voir à quel moment ça devient redondant. Et là, je vais en introduire un autre, une basse, quelque chose, et j'explore. Exactement comme Lola fait. Alors, on va vous faire ce début de roman. Donc, c'est le début de Chaviré, et Olivier va nous rejoindre au milieu. Elle avait traversé tant de décors, des apparences, une vie de nuit et de recommencement. Elle savait tout des réinventions. Elle connaissait les coulisses de tant de théâtres, leur odeur boisée, ces couloirs tortueux où les danseuses se bousculaient, les murs roses et râpés de loges sans fenêtres, aux linots ternis, ces miroirs encadrés d'ampoules, les coiffeuses sur lesquelles une habilleuse disposait son costume épinglé d'une note de papier. Cléo. Un string crème, une paire de collants chers à enfiler sous les résilles, un soutien-gorge semé de perles et de sequins, les gants ivoire jusqu'au coude et les sandales à talons, renforcées d'un élastique corail sur le coup de pied. Cléo arrivait avant les autres. Elle aimait ce temps-là où personne ne s'affairait encore autour d'elle. Ce silence, à peine troublé des voix des techniciens qui vérifiaient la bonne marche des éclairages sur scène. Elle ôtait ses vêtements de ville, enfilait un pantalon de survêtement, puis torse nu. Assise face au miroir, elle entamait ce processus qui la verrait disparaître. 1 demi-heure pour s'effacer. Elle versait le fond de teint porcelaine 01 au creux de sa paume, en imprégnait l'éponge en latex, le beige annulait le rose de ses lèvres, le mauve tremblant des paupières, les taches de rousseur sur le haut des joues, les vénules des poignets, la cicatrice de son opération de l'appendicite, la tache de naissance sur sa cuisse, un grain de beauté sur le sein gauche. Il fallait demander de l'aide à une autre danseuse pour le dos, les fesses. Le maquilleur-coiffeur passait à 18h. La taille ceinte d'une pochette débordant de pinceaux, il repoudrait le front le bouton d'une autre, il appliquait de l'anti-cerne, il retraçait le tremblé d'un trait d'eyeliner. Son souffle mentholé et tranquille caressait les joues. Le son caoutchouteux de la gomme qu'il mâchait en permanence tenait lieu de berceuse. Les filles somnolaient dans une brume de lac. À 19h, le visage de nuit de Cléo était celui de toutes les autres danseuses. Une anonyme, aux fossiles fournis par la maison, aux joues rosies de fuchsia, aux yeux sauvagement agrandis de noir, des nacres sur les pommettes jusqu'à l'arcade sourcilière. Cléo s'était tenue derrière des dizaines de rideaux d'un velours pourpre, des tentures, des pendrillons de feutre. Elle avait effectué ce même rituel des centaines de fois. Des vérifications aux allures d'incantation, secouer la tête de droite à gauche pour tester l'attache des cheveux,
effectuer de petits sauts sur place pour ne pas laisser les muscles des cuisses se refroidir, en attendant le signal du régisseur, se décompte 4, 3, 2, 1. Alors, là, ça a l'air de marcher, je veux dire, ça a l'air idéal, on trouve un morceau, on lit le truc. Évidemment, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'embûches. Il y a alors, on va pas vous faire écouter les trucs qu'on n'a pas retenus, mais en fait, il y a quand même deux ou trois pièges pour chacun. C'est le morceau trop illustratif, celui qui raconte à la place du texte. Et puis le morceau trop chargé, parce que comme Olivier l'a un peu évoqué, mais on y reviendra, il y a une place à laisser à la voix, même si on a envie que la musique soit archi présente, il faut faire comme si la voix était un instrument comme pour le chant en fait. Et il y a aussi les fois où on a beau chercher, on trouve que la musique ça va pas. Et cette question, elle s'est posée 3 fois, en fait, pour le moment, vraiment de façon. On est arrivé à la conclusion que là, il fallait pas de musique. Dans La Petite Communiste, c'est celui-là que je vais lire ? Ouais. Dans La Petite Communiste, il y a une page qui est consacrée à une autre gymnaste que Nadia Comaneci, une soviétique à l'époque. Donc je vous raconte pas son destin parce que je vais le lire. On a essayé plein de musiques. Son destin est très tragique, totalement tragique. Et à chaque fois, il me semblait que c'était comme dans un mauvais film, vous savez, trop. Donc, il y a ce passage-là. Il y a, dans Chaviré, alors je vais faire un petit résumé de l'histoire de Chaviré. C'est l'histoire d'une adolescente qui veut faire de la danse, qu'on suivra sur 34 ans, des années 80 à maintenant. Et qui, dans les années 80, va tomber dans le piège d'une prédatrice qui a un réseau de pédocriminalité. Et le personnage de Cléo va se trimballer cette culpabilité toute sa vie. Et elle est vue tout le temps par des gens qui la connaissent. Elle est tout le temps dans le roman, c'est une sorte de construction en diamant. Elle est tout le temps reflétée par d'autres. Dans Chaviré, il y a une scène. J'ai renversé l'eau. C'est grave ou pas ? Ça va ? Bon. Donc voilà, dans Chaviré, il y a une scène où Cléo va parler. Elle va raconter les abus qu'elle a subis. Je crois qu'on a essayé plein de choses. Et puis, que rien n'allait. Et que la conclusion, en tout cas notre conclusion, puisque c'était au piano, c'était que le silence dont elle vient ne peut pas être comblé par de la musique. Cette révélation qu'elle fait au bout de 25 ans, à peu près, on ne peut pas la souligner avec des notes qu'elle ne chante pas d'une certaine façon. Donc, pas de musique. Et c'est un peu flippant. Et je ne vais pas mourir électrocutée ou un truc dans le genre, non. Et la troisième fois où il n'y a pas de musique, j'y reviendrai à la fin de notre petite soirée. Voilà le passage de La Petite Communiste qui n'a pas trouvé de musique. Moscou in memoriam, Elena M, 1960-2006. Comaneci Nadia, dossard 50 inscrit dans le dos du juste corps décolleté en V, s'avance vers la poutre. Renvoie dans l'ombre les fées et ces vieux contes emplis de fillettes apeurées qu'on doit guider pour ne pas qu'elles s'égarent, victimes de leur légèreté. Elle congédie l'enfance et réécrit l'espace de ses mains effilées. Elle passe comme un fil de soie et dessine du pied un grand soleil renversé. L'envoûtement s'invite au travers de leur flash, elle sera l'intouchable. Un moment sur la poutre, aucune musique ne retentit dans le forum. Elle évolue dans le silence. Et c'est un repos si rare,
cette étendue. Elle parafle l'air de ses bras sinueux, les mains s'élancent à l'aveugle, en arrière, coup de pied au soleil et renversement. Et voilà qu'au moment où elle prépare sa sortie, surgit ce à quoi il ne faut pas penser. Jamais. Sous peine d'être envoûtée, kidnappée par l'image de la nuque qui heurte le bois, la tête la première contre la barre. L'absence d'Héléna s'immisce. Héléna, l'orpheline que ses entraîneurs considéraient comme une remplaçante et qui a pourtant tout gagné à Strasbourg. Héléna, tombée quelques jours avant l'ouverture des Jeux, lors d'un entraînement, on murmure qu'elle a été forcée de recommencer trop tôt avant que l'os ne se ressoude. On ne sait rien de l'accident, sauf ceci. Le salto Thomas, sa spécialité, elle l'effectuait à reculons, en se signant en cachette dans le dos de son entraîneur. Un jour, je me briserai le cou, monsieur le professeur. Mais non, Héléna, les filles comme toi ne se brisent pas le cou. Les filles comme toi ne finissent pas en fauteuil roulant dans une chambre, la nuque putain de brisée nette, paralysée du cou jusqu'aux pieds après un super E. Et il faudra attendre 1 an, et puis 2, et puis 10, et puis encore 10, avant de crever, la veille d'un Noël, des suites de l'accident. Nadia plonge, sa jambe en arabesque derrière elle, un long soupir tracé au pinceau, puis, son pied droit pointé devant, elle se détourne des mortes, des battues, tous ces sanglots de filles fracturées, et posément aligne, flic-flac, les cartes de mauvais sort retournées, vaincues. Une fois de plus, elle les salue, ils sont debout, follement aimants, bouleversés d'avoir goûté à l'odeur terrible d'un mauvais sort repoussé. Pas de musique. Peut-être faire un petit complément sur ce sujet-là. Moi, je pense souvent aux frères Cohen, Joël et Ethan Cohen, qui, paraît-il, se chamaillent très souvent. Enfin, ils réalisent peut-être un peu moins de films tous les deux maintenant, mais quand ils l'ont fait, ils se chamaillaient beaucoup sur le choix de la musique, avec l'un qui disait « La musique est une trahison. Chaque fois que tu mets des images, de la musique sur mes images, tu viens redire quelque chose qui a déjà été dit, ou alors emmener dans un mauvais chemin. » Et puis l'autre, évidemment, qui est l'inverse, qui lui trouve que la musique peut être une dimension intéressante à apporter. Ce que je trouve intéressant de noter là, c'est que le silence, il va toujours être un choix. On peut toujours un petit peu tricher, commencer un spectacle en disant bon, ben, on va rentrer dans le silence. Mais du coup, si on laisse passer un quart d'heure, 20 minutes de lecture, au moment où on va rentrer la musique, ça va être un événement. Et puis au moment où elle va finir, ça va pouvoir se produire d'une manière un petit peu fluide, comme montrait Sylvain tout à l'heure au piano. On peut toujours commencer en douceur, sortir en douceur. Mais il y a toujours ce principe d'événement qui se produit aussi, même lorsqu'on met du silence. C'est-à-dire on se dit, tiens, on ne va pas mettre de musique parce que ça ne va pas illustrer, mais le fait de décrocher de la musique qu'il y avait et de replonger dans le silence met tout d'un coup le texte très en exergue, et ça peut être aussi une situation qu'on n'a pas forcément désirée. Donc tout est toujours un petit peu relatif, il faut toujours considérer les contrepoints aussi. Absolument. Alors, on va passer à l'illustration, point d'interrogation, qu'est-ce que c'est ? Et toi, tu as un exemple qui est intéressant, parce qu'il est un peu subjectif, et néanmoins très parlant. C'est presque un contre-exemple à ce que vous avez dit, parce que quelquefois c'est évident. Bon, à un moment, dans le texte qu'on vous a fait tout à l'heure, là, le début de Chaviré, si on avait continué, je ne sais pas moi, 2-3 minutes après, elle parle des paillettes. Voilà, elle parle donc, puisque c'est l'univers qui est concerné en fait, et elle explique l'histoire des paillettes. Et bon, tiens, si je mettais des paillettes, on dirait, que je vais quand même pas faire ça. Eh ben si, je l'ai fait en fait. Et c'est très bien passé. Bon, voilà. Alors, il n'y a absolument aucune théorie qui dit si c'est bien ou si c'est pas bien. Et tant mieux. Voilà, il faut juste essayer, regarder et juger. Voilà. Exactement, je pense que de toute façon, on est là, on est dans une subjectivité complètement assumée. Il n'y a pas, à mon sens, de mauvais choix musical, mais là, on est en train de vous expliquer nos subjectivités. Alors, on arrive à un truc qui finalement rejoint 2 sujets dont vous avez parlé l'un et l'autre. C'est un personnage incarné par la musique, finalement. Mais pas complètement, pas raconté. Dans Chaviré,
il y a un personnage de prédatrice qui s'appelle Cathy, qui est celle qui va... c'est vraiment la méchante, enfin, je veux dire vraiment, c'est celle dont le lecteur comprend immédiatement les intentions, mais ce que j'ai voulu en l'écrivant, c'est qu'il y a ce truc qui est... Le personnage ne comprend pas, le personnage ne la voit pas comme ça, mais nous, on sait, nous, on l'entend. Donc, dans la musique qui raconte ce personnage, je vous laisse parler parce que c'est pas moi qui l'ai faite. Oui, c'était intéressant et compliqué, mais c'est un peu comme choisir la vilaine sorcière dans Blanche-Neige. Moi, je me référais tout à l'heure à Pierre et le loup. C'est enfin, d'avoir un thème parfois très puissant, c'est bien utile pour définir l'ossature d'un personnage. Mais là, ce personnage-là, il est très compliqué parce que c'est pas juste une ambiguïté, c'est qu'on a affaire à une personne qui entraîne une enfant dans un réseau pédophile. On est quand même à peu près au comble d'une des horreurs d'aujourd'hui. Et enfin bref, l'idée que j'ai suivie, c'était un petit peu aussi comme c'était le générique de Alfred Hitchcock, en fait. C'était la marche des marionnettes de Gounod, qui est une espèce de thème un petit peu syncopé comme ça. Donc j'ai essayé de combiner à la fois quelque chose qui est un peu comme une séduction enfantine, en même temps qui porte un truc un peu tordu pour commencer à trahir un peu la perversion du personnage. Et puis de faire quelque chose qui soit tout le temps interrompu, c'est-à-dire qu'avance un peu comme un adulte ou enfin je pense d'un coup à un animal, mais peu importe, un adulte qui pousserait un enfant comme ça contre sa volonté. Enfin bon, peut-être pas trop... Voilà. Hein. Alors, on va faire la rencontre, on va faire le thème de Cathy, du coup. Oui, alors c'est... D'accord. C'est Olivier. C'est Olivier. C'est toi, en l'occurrence, tu commences. Elle s'appelait Catherine, mais préférait qu'on l'appelle Cathy. Elle avait assisté au cours de Stan depuis le hall, comme ses mères qui venaient chercher leur fille, mais Cathy ne venait pas chercher sa fille. Elle s'était avancée vers Cléo, qui se dirigeait vers les vestiaires, échevelée, transpirante. « Bonjour » aurait-elle quelques instants à lui accorder ? Personne n'avait jamais demandé à Cléo si elle disposait de quelques instants à accorder. Son jean clair droit sur des bottes camel également, le menton long en camailleux pêche décliné des lèvres jusqu'aux pommettes, de larges anneaux d'argent aux oreilles et un sourire d'hôtesse de l'air. Son prénom était Cléo ? Avait-elle vu le film Cléo de 5 à 7 ? Non, il fallait absolument le voir. Cathy représentait une fondation. Cléo avait-elle une idée de ce que cela signifiait, une fondation ? Eh bien, la fondation Galatée soutenait les adolescentes qui présentaient des capacités, des projets exceptionnels. Cléo, consciente de sa frange terne de transpiration, de ses joues enflammées, dansait d'un pied sur l'autre. Quelle chance d'avoir des cheveux si longs ! Cathy désignait sa queue de cheval. Elle ne parvenait jamais à attendre que les siens poussent. Elle n'avait aucune patience. Mou, soupir, une mèche à cajou, tortillée autour de l'index. Bref, la fondation accordait des bourses d'études dans tous les domaines. Stan avait refermé la porte de la salle de danse. « Good work, Cléo !» Mais il avait raison. Cathy avait tout de suite repéré Cléo au milieu des autres. Et son job, c'était ça, faire preuve de flair. Index sur le bout du nez. Plus belle qu'une mère, plus fascinante qu'une copine, Cathy chantonnait un refrain que les adultes n'entendaient pas. Elle parlait couramment une langue adolescente semée de mots magiques. Futur, repéré, exceptionnel. La jolie Anne Keller qui donnait la réplique à Sophie Marceau dans La Boum 2, eh bien, c'était Cathy qui l'avait repérée dans un cours de danse, lui avait fait passer un test, la fondation avait fait le reste, bingo. Et Véronica, en couverture du Nouveau 20 ans, idem, c'était Cathy qui l'avait présentée à David Hamilton, et elle était loin d'avoir le charisme de Cléo. Cléo avait haussé les épaules, désappointée, elle ne voulait être ni actrice, ni mannequin, mais bien entendu, Cathy évoquait ces deux-là, mais elle pouvait citer des danseuses, des sportives, des futurs stylistes. Qu'importe, de moment qu'on visait l'excellence. Cléo n'allait pas rester des années dans une MJC.
Il fallait faire montre d'ambition quand on en avait les capacités. Et si Cléo était intéressée, Cathy pourrait revenir lui en parler. Rendez-vous samedi, ici. Repérer, repérer, verbe transitif. Apercevoir, distinguer, remarquer parmi d'autres quelqu'un ou quelque chose. Je reviens 5 secondes sur cette musique parce que pour moi c'était très important. Pour moi c'était très difficile d'imaginer une musique qui dise ce personnage. Et là où vraiment je suis persuadée que c'est la bonne musique, c'est qu'il y a comme un cirque. Là-dedans il y a comme un cirque tordu. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi je l'entends. Eh bien, Sylvain, comment on s'est rencontrés? Ça va compter quand même dans cette histoire. Alors, ouais, ça commence à devenir un peu intime. Alors mon métier au quotidien, je dirais, c'est accompagnateur de danse. En fait, j'accompagne les cours de danse classique et contemporaine. Et dans un cours de danse classique, j'accompagne un cours de danse classique le matin. C'est un cours privé donné par un grand professeur qui s'appelle Wayne Byers. Et en fait, ça fait très très longtemps que j'accompagne ce cours qui est un cours passionnant, un cours de training, comme on dit, où ça brasse en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de danseurs très très différents qui viennent. Et puis un jour, devant moi, je vois Lola Lafont, que je connaissais parce que j'avais lu quelques livres, je l'avais même vu en concert. Et en fait, je m'aperçois, tiens, mais c'est Lola Lafont. Voilà. Et en fait, on a fini, comme elle venait assez souvent, on a fini par se rencontrer. Et puis voilà, mon métier d'accompagnateur de danse est quelque chose qui se rapproche beaucoup de ce qu'on est en train de vous faire, de la lecture. Pourquoi ? Parce qu'on doit quand même matérialiser musicalement des choses avec de la voix parlée. Et donc il faut être, pour parler un peu vulgairement, au taquet sur ce qui se passe devant nous et modeler la musique de manière à ce qu'elle tombe pile exactement au bon moment, parce que quand on parle, en fait, on n'est pas comme un musicien, on n'a pas un timing très cadré, c'est quelque chose de beaucoup plus libre. Et comme la danse aussi, quelque part, il faut être très sensible au mouvement. Voilà. Alors, on va en venir à un autre passage de Chaviré qui est important, parce que finalement, c'est un thème qui fait appel à l'époque, qui parlera à des gens qui ont vécu dans les années 80, 90. Et toi, tu appelles ça l'accompagnement par Madeleine. Voilà, l'accompagnement par Madeleine, dans le sens Madeleine. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que la musique a vraiment un pouvoir magique. Hein. Ce qu'on peut appeler une Madeleine, dans le sens littéraire du terme, c'est quelque chose qui est relié à notre cerveau. De par, on entend quelque chose, et tout de suite, ça va nous se nicher quelque part, où c'est parfois très enfoui, qui est lié à une période, un moment malheureux ou heureux. Et en fait, voilà, on va faire un test. Hein. De toute façon, je vois que la moyenne d'âge du public est parfaitement adaptée à ce stage-là. Donc, blind test, si je vous joue ceci. Bien, je savais que ça marcherait. Bravo. Joue ça, on va encore plus loin, et puis après on a... Vous voyez, ça, le vrai thème, c'est ça. Sauf que dès que vous avez entendu... Voilà, déjà, tout de suite... Voilà. Alors, le problème, c'est que si moi, j'accompagne Lola ici et que je joue ça exactement, ça va attirer toute l'attention sur la musique et du coup, la lecture. Donc là, j'ai essayé de procéder plus sournoisement, je dirais. Dans ce thème de Champs-Élysées, il y a une deuxième partie qui est d'une importance un peu relative, qui est un peu moins jolie. Voilà. Qui n'a pas beaucoup d'importance en fait musicale, mais bon, qui permettait de faire défiler le générique et tout ça. Donc du coup, j'ai décidé de transformer ce thème-là, et non pas celui de Champs-Élysées, et de réserver le Champs-Élysées pour plus tard. Bon, le mieux, c'est de vous le jouer. Et alors, l'atmosphère, c'est justement une atmosphère de cours de danse, puisque c'est précisément de ça que parle le passage. Danser, c'était apprendre à dissocier. Pieds poignards et poignets ruban, puissance et langueur, sourire en dépit d'une douleur persistante, sourire en dépit de la nausée,
les effets secondaires des anti-inflammatoires. À 12 ans, 5 mois et 1 semaine, les parents de Cléo lui avaient proposé de prendre des cours de danse, préoccupés de la voir traîner devant la télé le mercredi, le samedi après-midi. Le cours privé de Madame Nicole regorgeait d'élèves du collège privé de la Providence, Domitille, Eugénie, Béatrice. Dans les vestiaires, Cléo les entendait évoquer un week-end en Normandie, des vacances aux Baléares, un séjour linguistique aux États-Unis, la voiture de maman et puis celle de papa, la femme de ménage, la nounou, l'abonnement à la Comédie Française et au Théâtre des Champs-Élysées. Cléo taisait prudemment son adresse, le Fontenay des grands ensembles, la Ford Escort de ses parents, tout comme le métier de sa mère, vendeuse dans une boutique de vêtements pour femmes fortes. Les mères des Domitilles assistaient régulièrement aux cours, assises sur les chaises en bois disposées au fond de la salle. Elles croisaient les chevilles, mais pas les genoux. Toujours, elles se pressaient autour de Madame Nicole, elles la flattaient, exigeant plus de sévérité pour leur fille, leur désir féroce de les conduire aux portes d'un avenir dont elles-mêmes avaient été évincées était palpable. Ce désir de posséder des filles limpides, immatérielles, sylphides, au corps vidé de leur mauvais sang. Toute l'année, Cléo s'était appliquée à parler le langage de la danse classique, comme on s'essaye à prendre l'accent d'une langue étrangère sans jamais l'avoir en bouche. Elle avait tenté d'acquérir la préciosité, le regard altier de celle que Madame Nicole leur citait en exemple pour leur classe, princesse, duchesse, sans succès. À la fin de l'année, Madame Nicole lui avait suggéré de faire autre chose. De la gymnastique peut-être, parce qu'elle ne manquait pas d'énergie, mais de grâce en revanche. Cléo s'en était retournée à la morosité des samedis devant la télé, et c'est là qu'elle les avait vus pour la première fois. Étincelants, des danseurs ondulaient comme des rivières rapides. Ils annonçaient le générique de l'émission favorite de sa mère. Champs-Élysées. Avant que Michel Drucker ne les congédie, on applaudit bien fort les danseurs qui vont maintenant quitter le plateau. Cléo s'approcha du petit écran afin de déchiffrer leurs pirouettes. Un refrain de joie qu'il concluait d'un bond, très loin de l'affectation des Domitilles chez Madame Nicole. Voilà ce qu'elle voulait faire. Dès le premier cours de modern jazz à la MJC de Fontenay, Stan l'avait secoué, prise à bras-le-corps, transporté. Il parlait hanche, bassin, bas-ventre, plexus, puissance. La prochaine fois, on fait tout. On fait le cours de danse classique. Alors, je pense que là, j'ai choisi des romans qui sont, il y en a 2 qui sont biographiques, il y en a un dont on n'a pas encore parlé, c'est Merci Marie Paty. Donc j'ai choisi de vous parler il y a 2 romans qui sont autour d'une personne existante. Là, c'est Patricia Hearst, là, c'est Nadia Comaneci. Donc on pourrait dire, j'aime pas du tout l'expression, mais ça va m'aider à parler de musique, de le réel, enfin bon, moi je pense que ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Disons qu'il y a une matière documentaire très importante dans chacun des romans. Il y a beaucoup de recherches. Moi, je suis très attentive à ce que ça soit pas vrai, mais exact. Donc, je fais très attention à une exactitude. Voilà, j'aime bien créer une fausseté exacte. Donc, ça, c'est ce que disait Olivier tout à l'heure, c'est-à-dire à partir du moment où on a la chance d'avoir de la documentation, eh bien, on a aussi de la documentation sonore. Donc, je pensais à la voix. Quand tu parlais tout à l'heure de la voix que tu peux faire écouter, on se retrouve d'un coup avec la voix de la vraie Nadia Comaneci, qui, dans une émission de télé en France, en 76-77, va chanter tout d'un coup une petite chanson en français qui
dit beaucoup de choses pour moi du roman, enfin de ce que j'ai essayé de dire, mais laissons-lui la parole. Ouais, du coup, tu préfères juste l'enregistrement ou le morceau qui est avec ? Le morceau qui va avec. Oui, oui. En fait, ce qui est agréable aussi en tant que musicien quand on a une matière sonore comme ça, c'est qu'on peut travailler dessus. Alors en l'occurrence, là, il s'agit d'une mélodie, donc ça veut dire qu'elle contient des notes et on peut déjà supposer l'harmonie qui est en dessous. Mais ça veut dire que moi, je pars de la voix enregistrée, puis que je vais poser les instruments les uns après les autres en dessous de cette voix. Et donc c'est comme une ossature qui est offerte. On peut faire la même chose avec la voix parlée. Comme disait aussi Sylvain tout à l'heure, nous, de toute façon, tout le métier de lecture musicale consiste à accompagner ce qu'on appelle la prosodie, c'est-à-dire le rythme, le débit de la voix. Et puis, il y a aussi un truc dont on n'a pas parlé, mais on y reviendra peut-être plus tard, qui sont les marqueurs, c'est-à-dire les mots-clés. Comment, au fur et à mesure du processus qu'on essaie de vous décrire là, plus on va rentrer dans le détail, plus on va affiner, plus on va vouloir faire des choses précises, et notamment avoir des arrêts, parfois de la musique, qui tombent pile poil avec la fin d'une lecture de Lola. Donc en fait, juste pour expliquer, dans les concerts lecture que vous voyez d'habitude, ça file parce que les musiciens ont chacun le texte en partition et qu'il y a un mot pour chacun où ça rentre et un mot où ça sort. On la note d'ailleurs comme une partition. En voilà. fait, là, sous les yeux, j'ai le texte des photocopies du roman et hop, on écrit au crayon des petites indications que nous seuls pouvons déchiffrer. Voilà, donc voilà la petite comptine finalement qu'on avait recomposée, mais tu lisais Lola sur l'intro et après arrivait la voix de la petite fille. On va l'entendre. L'animatrice de l'émission télé demande à Nadia « Nadia, que feras-tu quand tout ceci sera terminé ?» L'enfant se tient affalé, ses jambes légèrement écartées dans un grand fauteuil de cuir qu'elle s'amuse à faire pivoter de droite à gauche. Je n'y pense pas. Nadia se redresse dans son fauteuil et comme une déclaration d'indépendance, un chemin de traverse sans nœud rouge, elle offre ses joues pâles et nues au projecteur et entonne, sans quitter la caméra des yeux, « Je suis un petit garçon de bonne figure ». C'est un bon exemple de mauvaise synchronisation. Tu t'es retrouvé à parler sur le chant de la petite fille. En général, on évite que ça se produise. Mais ça vous donne un peu une idée du travail. Une autre matière qu'on a beaucoup eue, je peux faire écouter juste un petit instant, c'est Patty Hearst. Ouais, alors je vais resituer. Il faut que tu situes. Patricia Hearst, qui était au cœur de Merci Marie Patty, c'est une jeune américaine qui est la fille d'un milliardaire, d'un magnat de la presse, qui va être enlevée en 1974 par un groupe de révolutionnaires et qui va se joindre à eux, qui va les rejoindre et qui va finir par faire des hold-up avec eux, sans qu'on sache tout à fait ce qu'elle avait vraiment choisi. Et ce qui est fascinant, ce qui a été fascinant pour l'écriture et aussi pour le concert lecture, c'était qu'elle a enregistré des messages, plusieurs, qui ont été diffusés à toute l'Amérique. À l'époque, c'était des messages qui étaient stupéfiants parce que dans ces messages, elle avait un discours politique très construit. Elle avait 19 ans et elle jugeait ses parents, qui étaient très conservateurs, et elle jugeait l'Amérique. Et donc, ce sont des messages qui ont été quand même très troublants. Et on a pu se servir de sa voix. Oui, et puis l'autre dimension qui, moi, m'a marqué, c'est précisément la radicalité du propos politique et la douceur que vous allez entendre. La douceur de sa voix, elle était assez frappante. Alors, au début, il y avait une incertitude, savoir si elle n'était pas droguée par ces preneurs d'otages. Donc ça, c'est juste un des messages, qui est le premier message, je crois, qu'elle a adressé aux médias américains.
I had a few scrapes and stuff, but J'ai quelques griffes, mais ils m'ont aidé à les soigner. J'ai pris froid, mais ils m'ont donné des médicaments. Enfin, voilà. Je ne vais pas faire du rétro. Il y a un exemple de musique que je peux montrer. Enfin, c'est le même message, mais utilisé dans Dad, Mom, I'm still okay. Mom, Dad, Dad, Mom, Mom, Dad, Dad, Mom, Voilà. I'm fine. Dad, Dad, Mom, Mom, Dad, Dad, I'm still okay. Mom, Dad, Dad. Bon, je vais peut-être pas faire du rétro, hein, mais c'était pour donner un peu une idée du chemin qu'on peut suivre parfois quand on part d'une matière sonore comme ça. Alors, eh bien, je pense qu'on arrive au moment de notre... on retourne à chavirer. Alors, sur la saturation. Ouais. Alors là aussi, bon, c'est pas un cas particulier, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Quelquefois, nous, quand on accompagne, évidemment, vous voyez tout à l'heure, quand j'ai joué le thème de Champs-Élysées, je le jouais assez fort, puis vous avez remarqué que je joue un peu moins fort quand elle parle, c'est normal. C'est ce qu'on attend d'un accompagnateur. Quelquefois, on peut prendre le contre-pied de ça, mais alors par contre, il faut le faire avec parcimonie, et puis surtout, il faut que ça serve à quelque chose. Ici, par exemple, dans le passage qu'on va vous faire, il y a une grande progression, c'est un moment de grande tension où, par rapport au texte, vous allez tout de suite comprendre, c'est l'enquête en fait sur le réseau pédocriminel. Donc c'est un texte un peu factuel, un peu comme une sorte de rapport. Et là-dessus, comme ça parle beaucoup de ce qui nous hante dans la tête, alors qu'on continue à vivre sa vie, il y a quelque chose dans la tête qui nous hante, et qui a hanté Cléo pendant des années. Donc j'ai travaillé sur l'ostinato. Donc il y a une note comme ça, qui est là tout le temps. Et Cléo, pendant ce temps, elle va vivre sa vie. Elle va avancer sur des harmonies qui bougent beaucoup. Mais même si ces harmonies, elles ont une certaine logique, mais ça reste toujours. Donc soit ça reste dans l'harmonie, soit c'est dissonant avec l'harmonie, mais cette note-là, elle est toujours là. Alors, ça, c'est la théorie. Donc maintenant, la pratique, je vais essayer de vous le jouer. Alors, donc, le truc, c'est que, en fait, Lola va lire, et avec on a décidé qu'à la fin, la musique passait et submergeait le texte de Lola. Alors, je le dis avant, mais en fait, ça passe juste pour compléter. Pourquoi on a décidé que finalement, alors que je veux lire un texte et que c'est un roman dont j'ai envie de partager avec vous, pourquoi à ce moment-là, sur quelque chose de si important dans le livre, cette enquête sur le réseau, pourquoi on choisit que la musique fasse qu'on n'entende plus? Parce qu'il me semble que ça croise un tout petit peu ce qui se passe dans la tête du personnage. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est à la fois très central, ça se dénoue, c'est vraiment la fin. Et en même temps, c'est pas clair ce qui se passe pour elle, ni pour aucune d'entre elles, ce n'est pas très clair. Et c'est pas une résolution de roman policier. On est dans quelque chose qui a un magma qui a duré 30 ans. Voilà. Le serveur, sur lequel l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains a découvert le fichier Galatée, était sous surveillance depuis des mois. Les clichés les plus anciens ont été pris en argentique, sans doute au début des années 80. Les plus récents ont dévoilé aux enquêteurs leurs traces numériques. Ils datent de 1994. Sous chaque image, un lien obsolète ne mène qu'à des dossiers supprimés. C'est un fichier aux allures de catalogue dont on ne sait ce qu'elles vendent. Ces rangées d'adolescentes anonymes dont seuls quelques indices, un chouchou, une montre Casio au poignet ou un sweatshirt chevignon, trahissent l'époque à laquelle ces photos ont été prises. Certaines semblent réprimer un fou rire, les yeux écarquillés, comme ébahis d'être là. D'autres empruntent au magazine la pose archétypale des modèles, menton baissé, regard par en dessous. Un catalogue de fin d'enfance, aux ongles rongés, vernis, aux franges tombant jusqu'aux sourcils, aux dents couvertes de bagues. C'est un fichier dont Enid n'imagine pas, lorsqu'elle en entend parler pour la première fois, qu'il sera le sujet de son prochain documentaire.
Aux étudiants en cinéma, elle affirme continuellement qu'elle n'a pas de méthode à leur transmettre. Elle sait seulement ceci. Il faut raconter ce qui hante. Et les sujets des documentaires, comme ceux des romans, sont des paravents qui masquent nos questions irrésolues. Le sujet ne se trouve ni ne se cherche. Il faut s'autoriser à l'entendre, à lui laisser donner de la voix. Il est là depuis toujours. Une banale écharde sous la peau qui se laisse oublier à la façon d'une dent ébréchée jusqu'à ce qu'on passe sa langue dessus. Les visages du fichier racontent une histoire récente, aux sous-titres enfouis dont Enid a été lente à comprendre que celle-ci la hantait. On arrive un petit peu vers la fin de notre traversée et donc comme on est dans une histoire un petit peu de rythme, on a un autre exemple qui est toujours dans une histoire finalement de documentation. Dans Merci Mary Patty, il y a un hold-up, un vrai hold-up. Il y a eu un vrai hold-up, elle a participé à un vrai hold-up. Pour écrire, j'avais des rapports de police, j'avais le procès et j'avais, ce qui est assez rare quand même, j'avais les images de surveillance, en fait, des caméras. Parce que, je le dis courtement parce que c'est ce que je vais lire, ce qu'ils voulaient à l'époque, c'était montrer leur prise, c'est-à-dire que ceux qui ont commis le hold-up voulaient montrer qu'ils avaient Patricia Hearst, ce qui en fait un film, en fait. Donc moi, j'avais les images et j'avais le récit et j'ai posé d'autres questions que ceux du procès et d'autres questions que la police. Alors, en ce 15 avril 1974, une date impeccablement symbolique, ce jour où les Américains payent leurs impôts à 9h40, 4 jeunes femmes et un homme pénètrent dans la banque, vêtus du même large manteau, de pantalons pas de def et de fedoras qui ne dissimulent pas leur visage. Le public doit être en mesure de reconnaître chacun des protagonistes. Voilà Cynthia, Emily, Camilla et Patricia Hearst. Se prépare-t-elle seule avant son entrée en scène ou quelqu'un lui tend-il son costume, ce manteau 3/4 bleu marine aux gros boutons métalliques? Lui a-t-on fait répéter son texte ou l'improvise-t-elle lorsqu'elle se présente aux clients abasourdis? « Hey, salut, je suis Tania. Ouais, je suis Patricia. Ouais, vous savez, Patricia Hearst. » Lui a-t-on enseigné ses déplacements? Des pas chassés de tenniswoman sur terre battue, latérale, avant, arrière, elle occupe tout le terrain. À 9h43, les caméras se mettent en marche, déclenchées par un garde au premier étage. Start. Ceci est un hold-up, même si les dollars y sont accessoires. Mais ceci n'est pas un hold-up, mais c'est l'avant-dernier épisode d'une fiction. La SLA invente le premier hold-up au monde où les braqueurs désirent être filmés. Leur regard cherche constamment les caméras pour mieux s'adresser à elles. Les images s'arrogent le droit de nous surveiller. Alors, nous nous servirons de vos caméras pour raconter l'histoire que nous voulons raconter. S'est-elle armée ou l'a-t-on armée? Les images sont agrandies, examinées, discutées durant le procès. Sur l'une, Patricia Hearst donne l'impression de viser. Sur l'autre, la jeune fille paraît tenue en joue par 2 membres de la SLA. Un garde déclara que pour lui, aucun doute, elle était en pleine possession de ses moyens. Les sourds d'une école réputée de San Francisco à qui le procureur projette le film lisent ceci sur les lèvres de Tania. C'est un hold-up, espèce de fils de pute. Je vous ferai sauter la cervelle si vous bougez d'1 millimètre. Oui, papa, maman, je vais bien, je vais très bien même. 12 jours après l'annonce de son ralliement à la cause de ses ravisseurs, 70 jours après le kidnapping, 3 jours après la publication d'une lettre de Régis Debray adressée à l'héritière, Patricia Hearst va bien.
pour finir, il y a un aspect des concerts lecture, c'est les chansons. Oui. Alors, comment on choisit les chansons? Pourquoi on met des reprises qui n'ont rien à voir dans un roman, en fait? C'est vrai, c'est un peu étrange, je conçois. Encore une fois, subjectivité assumée. Moi, il me semble que certains textes de chansons, il nous semble à chaque fois, on les fait rentrer parce que c'est le texte de la chanson qu'on choisit qui semble pas raconter la même histoire, parce que ça, évidemment, ça n'aurait aucun intérêt, mais il a l'air de pouvoir faire comme une sorte de petit chemin de traverse au texte. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit. Donc, dans chaque concert lecture, il y a eu des reprises différentes. On va en faire une. Alors, je trouvais que... Oui. J'en parlerai avant ou après? Non, vas-y, ouais. En fait, bon, moi, dans mon approche musicale, donc je me sers de ce que je fais habituellement, et ce que j'aime beaucoup faire, c'est croiser les liens entre la musique savante et les musiques actuelles, les musiques populaires. Et bien, en fait, lorsque Lola m'a parlé de cette chanson de Jean-Jacques Goldman, je me suis dit avec quoi donc en fait, moi, souvent, je regarde les choses les plus évidentes, c'est-à-dire la tonalité de la chanson. Et puis, quand on est musicien classique, les tonalités, hop, ça nous rappelle une œuvre. Ré mineur, paf, Requiem de Mozart. Vous voyez, enfin, on a des madeleines comme ça. Et là, elle est en do dièse mineur. Et do dièse mineur, c'est... Voilà. Sauf que bon, je veux pas plomber l'ambiance. Hein, donc du coup, on a un peu accéléré. Et puis je me suis amusé. Puis en fait, on se rend compte que finalement, cette chanson de Jean-Jacques Goldman, elle est assez proche. Alors, tu prends sur la lecture avant, hein? Ah oui. Pardon. Donc là aussi, c'est aussi une manière... Là, l'idée, c'est que il n'y a rien de Beethoven dans ce que je joue. C'est improvisé. Mais voilà, il y a 3 notes qui tournent. C'est à la manière d'eux, en fait. Voilà. Quelque part, existe une photo d'une Cléo de 13 ans, candidate galatée, archivée pour l'éternité. L'ordre exact dans lequel les événements se sont déroulés, les années l'ont dissous. Le passé est un paysage au flou de Krachy, dont la cartographie repose entre les pages d'un cahier à la couverture bleue, rangé sous le lit conjugal avec de vieux numéros de L. Cette histoire est une écharde sur laquelle sa chair s'est recomposée à force d'années, un petit coussin de vie rosée, solide et élastique. Ce corps étranger n'en est plus un. Il lui appartient, solidement maintenu dans un faisceau de fibres musculaires, à peine effrité par le temps. Cette histoire est une écharde. Les lueurs immobiles d'un jour qui s'achève, la plainte douloureuse d'un chien qui aboie, le silence inquiétant qui précède les rêves. Quand le monde disparu, on est face à soi. Les frissons, l'amour et l'automne s'en mêlent. Le noir où s'engloutissent notre foi, nos lois. Cette inquiétude sourde qui coule en nos veines, qui nous saisit même après les plus grandes joies. Ces visages oubliés qui reviennent à la charge, ces étreintes qu'en rêve on peut vivre sans foi. Ces raisons-là qui font que nos raisons sont vaines, ces choses au fond de nous qui nous font veiller tard, ces paroles enfermées que l'on n'a pas pu dire, ces regards insistants que l'on n'a pas compris, ces appels évidents, ces lueurs tardives, ces morsures au regret qui se livrent à la nuit, ces solitudes dignes au milieu des silences,
ces larmes si paisibles qui coulent inexpliquées, ces ambitions passées mais auxquelles on repense, comme un vieux coffre plein de vieux jouets cassés, ces images oubliées qui reviennent à la charge, ces images quand même on peut vivre 100 fois, ces raisons-là qui font que nos raisons sont vaines, ces choses au fond de nous qui nous font veiller tard. Merci. Alors, un petit PS. Pourquoi Jean-Jacques Goldman ? Eh bien, parce que Chaviré, c'est aussi un hommage à la chanson populaire, puisque Cléo, elle va être confrontée toute sa vie au fait qu'elle n'a pas les bonnes références. Elle n'aura jamais les bonnes références. Et c'est ce qui la distingue dans toutes ses rencontres. Elle aime, dès qu'elle est adolescente, vous voyez le lycée, les gens qui aimaient Rita Mitsuko et les gens qui aimaient Mylène Farmer. Elle aime Mylène Farmer. Je vous parle vraiment d'un truc que je connais. Donc voilà, c'était important pour moi. Et en fait, je voulais rajouter ça par rapport au fait que tu l'anoblis d'une certaine façon et que ça sert le propos du roman. Tout à fait. Ouais. Voilà. Pour finir, une reprise qui a traversé plein de concerts lecture. Elle trouve toujours une place. C'est assez étrange. Dieu, que cette histoire finit mal. On n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal quand elle a commencé si bien. On imagine pourtant très bien voir un jour les raisons d'aimer perdues quelque part dans le temps. Mille tristesses découlent de l'instant. Alors, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Tourne ton dos contre mon dos. Que veux-tu, je ne te vois plus. Si c'est ainsi qu'on continue, je ne donne pas cher de nos peaux. Parfois, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé.